Nous allons reprendre le fil de nos débats au cours donc de cette journée au Stade Vélodrome. Transformer la France, est-ce possible? Voilà le sujet. On commencera par poser la question de savoir si on a vraiment besoin de la transformer d'ailleurs. Voilà. Sujet dont nous allons débattre avec Mathilde Lemoine, chef économiste du groupe Edmond de Rothschild, qui va venir me rejoindre. Bonjour Mathilde. Avec Haïm Corsia, le grand rabbin de France, avec Christian Delarbre, l'archevêque d'Aix en Provence, et avec Jean-Christophe Tortora, le président de la Tribune. Asseyez-vous. Et nous allons commencer à débattre. Voilà. Jean-Christophe, je te remercie d'être là parce que je me disais qu'il fallait quand même un petit peu de créateurs de richesse. De chefs d'entreprise. Allez-y, ça marche. Je peux être sûr. Je suis vexé, enfin pour madame d'abord, parce que ça veut dire que la pensée économique n'est pas créatrice de richesse et que l'espérance et la foi n'est pas non plus créatrice de richesse humaine. Donc nous sommes tous, à notre façon, créateurs de richesse humaine. Oui, mais il faut quand même qu'à un moment, il y en ait un qui crée les richesses matérielles et physiques, non Oui, c'est vrai, mais il peut le faire que s'il est fondé sur une idée et sur une espérance. Le travail, c'est pas uniquement une production, c'est aussi une aspiration à transformer le monde par l'action. C'est la bénédiction que vous faites à la messe. En gros, si je puis me permettre, Monseigneur, vous dites, vous bénissez sur le vin le produit de la terre et le travail des hommes. Donc en fait, c'est la rencontre entre une aspiration et une capacité à faire. C'est la même chose avec la pensée. Donc pour moi, la pensée économique, c'est aussi créateur de richesse, en tout cas de confiance. J'ai adoré cette réponse. Monseigneur, vous voulez... Bien sûr, on entend les mêmes choses. Hein. Et J'ai bien fait de poser la question. Il y a une participation, pour un chrétien, il y a une participation à la création. Hein, c'est-à-dire la création... Le travail humain est légitime lorsqu'il participe à la création. Donc ça lui donne un certain nombre quand même de critères. Est-ce que c'est un travail qui participe à la création? Alors on va entendre cela d'un point de vue chrétien, théologique. Aujourd'hui, c'est le tout est lié du pape François sur l'écologie, par exemple. C'est dans quelle mesure notre production de richesse est une vraie richesse? Ou est-ce qu'elle est une appropriation? Est-ce qu'elle est une captation? Donc il y a une question de fond qui est liée à ce qu'est le travail humain, à ce que l'on considère le travail humain comme une participation à la création, comme un déploiement, comme une réalité qu'on fait grandir, et pas comme une appropriation. Mathilde, j'adore ce sujet. C'est une autre table ronde, mais j'adore ce sujet. Peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, l'économie peut permettre de hiérarchiser les instruments et les objectifs. En fait, malheureusement, la macroéconomie, c'est assez utile dans la perspective de créer des richesses parce qu'elle explique que tout n'est pas possible en même temps. Et donc, c'est une des problématiques à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en même temps garantir le pouvoir d'achat, faire la transition énergétique, assurer la souveraineté européenne, permettre le développement des entreprises. C'est pas possible. Et donc, ensuite, bien sûr, c'est aux politiques de choisir, mais cette production, entre guillemets, intellectuelle est utile pour mieux hiérarchiser les ambitions politiques. Et pour aider au choix. Jean-Christophe, tu reprends ça, cette idée, puis on va aller vraiment sur la transformation, je vous rassure, mais cette idée d'Haïm Corsia, qui va me faire réfléchir toute la journée, peut-être même davantage, on ne peut produire que une fois qu'on a réfléchi à ce pourquoi on produisait. Non mais j'ai trouvé ta question, voilà, qui nous permet de nous réveiller déjà en début d'après-midi. Mais nous sommes à l'UPE avec plein de chefs d'entreprise, mais enfin tout le monde sait que s'il y avait que des chefs d'entreprise dans la société, on s'ennuierait. Et je pense qu'on ne peut pas dire, moi qui suis entrepreneur depuis l'âge de 20 ans, on a besoin aussi de fonctionnaires de grande qualité, on a besoin d'infirmières, on a besoin d'hôpitaux, on a besoin de femmes et d'hommes qui sont investis sur les questions de religion. Donc moi je défends l'entrepreneuriat
Mais laisser penser qu'une société uniquement avec des chefs d'entreprise, je pense qu'on s'ennuierait, franchement. Et il n'y a pas les créateurs d'un côté, les profiteurs de l'autre. Voilà, juste pour faire... Mais garde le micro, Jean-Christophe, parce que je voulais quand même, en bon élève de philo, interroger le sujet au départ. C'est-à-dire, transformer la France, est-ce possible? Oui, mais d'abord, faut-il transformer la France? Alors, Stéphane, peut-être que tu ne le sais pas, mais nous, la Tribune, on a fait pendant 1 an une tournée en France sur le thème « Transformons la France au cœur des régions ». On a démarré ce Tour de France il y a 1 an, en se disant avec la rédaction, finalement, on voit ces blocages, on voit quelquefois ces incompréhensions entre la verticalité entre Paris et les régions. Alors, je vais profiter, puisque le président Renaud Muselier n'est pas là, mais moi je pense que pour transformer la France, il faut être dans la proximité et dans la décentralisation. Et je trouve que Marseille, ici, symbolise bien justement une métropole qui arrive à se réinventer. Mais un des éléments, en tout cas, sur lequel moi je me bats en tant que chef d'entreprise et patron d'un journal, c'est que tant qu'on sera trop dans un modèle français très jacobin, ces blocages existeront. Et on le voit bien, c'est que quand on interroge les Français, là où ils ont un rapport de confiance avec les politiques, ce sont les maires, ce sont donc les femmes et les hommes qui sont en proximité, ce sont les présidents de région, et dès qu'on s'éloigne, et donc voilà, moi ce que je voulais dire pour démarrer, c'est que pour transformer la France, il faut être en capacité à ce que le président de la République, dont on a dit qu'il était très jupitérien, redescende du ciel pour être plus en proximité avec les concitoyens. Monsieur le rabbin. D'abord, il y a une chose, aucun système humain, aucun, ne peut vivre s'il ne se transforme pas. Aucun. Vous voyez la même personne, mais ses cellules ont changé. Il y a un axiome célèbre qui veut que Christophe Colomb ait traversé l'Atlantique avec la Pinta, la Niña et la Santa Maria, mais il a fait des réparations, il a changé des planches, au retour il a changé encore d'autres planches. Bref, au bout de 3 traversées, c'était plus une seule planche du bateau original, et pourtant c'était toujours la Pinta, mais plus la Pinta. La réalité, c'est qu'aucun système humain ne peut vivre sans se transformer. J'ose parler encore de vos cathédrales, mais quand j'étais rabbin de Reims, ma cathédrale à Reims, je ne l'ai jamais vue sans un échafaudage. Il y a toujours une transformation. Une entreprise, c'est la même chose. La France, c'est la même chose. Nous avons les valeurs qui sont celles de toujours. On chante encore les louanges de Jeanne d'Arc, on pense à Louis XI, on pense à Louis XIV, on pense à toute notre histoire, à Vercingétorix et à Clovis, si vous voulez. Mais c'est une France adaptée, avec ses valeurs, adaptée au monde d'aujourd'hui. Donc, sans transformation, il n'y a pas d'adaptation et c'est impensable. Donc, l'idée, c'est plutôt comment faire que cette transformation nous permette d'avoir un temps d'avance sur le monde pour anticiper et non pas subir le monde. Mathilde ? Oui, évidemment, la France a besoin d'être transformée, notamment parce qu'elle est en train de s'appauvrir relativement au reste du monde. Donc cette notion en fait dynamique est indispensable et explique pourquoi il faut transformer la France. Après, attends, je me permets, elle est en train de s'appauvrir, donc ce sont les termes réels dont on ne parle pas assez en termes de richesse par habitant, et c'est même spectaculaire vis-à-vis de l'Allemagne, vis-à-vis de l'Amérique, mais elle est en train de s'appauvrir justement parce qu'elle ne s'est pas transformée. Alors, oui, c'est mon point de vue. Après, la vraie difficulté, et c'est pour ça que c'est une table ronde et que c'est pas simplement une somme d'interventions, c'est qu'il faut se mettre d'accord sur quelles sont les priorités de transformation. Et c'est là où, effectivement, il y a des débats, il y a des enjeux politiques qui ne sont pas forcément les mêmes que les enjeux économiques. Et si on regarde du point de vue strictement de la croissance, aucun autre critère, les deux fondamentaux qui expliquent en fait ce besoin de transformation, c'est un manque cruel d'investissement, pas forcément en flux mais en stock, parce qu'on a subi un certain nombre de crises qui fait que on est très en retard en matière d'investissement, et après ça a des conséquences sur les frustrations, les bas salaires, les inégalités, et donc vraiment c'est déterminant. Et le deuxième élément fondamental qui occupe le débat public, mais sur lequel il y a très très peu d'avancées, c'est évidemment l'éducation et la formation. Ça fait des années, des dizaines d'années qu'on constate les inégalités d'accès, les inégalités originelles, le manque de formation, et pour autant,
ça avance très très lentement. Bouquin très spectaculaire que je conseille à chacun d'ailleurs de lire encore aujourd'hui, La machine à trier de Pierre Cahuc, qui, le premier, nous parlait de l'ensemble de ces... C'était quoi? C'était, disait-il, à peu près 100 000 gamins sur une cohorte de 600 000 chaque année, alors, qui sortaient totalement du système, qui n'étaient plus rien. Alors, deux éléments quand même assez factuels, c'est que ce n'est pas le premier, parce que heureusement que la Commission européenne et les États ont pris en charge ce sujet, et on en crée, entre guillemets, une dénomination statistique qui a fait que l'Europe a poussé les États membres à s'occuper de ce sujet. Mais c'était il y a 15 ans, c'est pas 100 000, c'est 180 000, voilà. C'est-à-dire une classe d'âge, et c'est un des sujets, puisque aujourd'hui, la France est encore un pays où les jeunes qui sortent du système scolaire sans rien représentent 16% d'une classe d'âge, contre environ 8% en Allemagne. Donc, encore une fois, la transformation, c'est aussi, bien sûr, pour ne pas prendre du retard, mais là, ça peut poser des questions philosophiques et d'objectifs. Pas prendre du retard par rapport à quoi? Est-ce que c'est un enrichissement absolu, un enrichissement là, en l'occurrence, c'est pas relatif? prendre du retard par rapport à sa jeunesse et par rapport à ces gamins qui... Alors voilà, c'est un autre sujet. Voilà. Mais voilà. c'est pour ça que je pense que une des difficultés de transformation, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur 2 ou 3 priorités. Ouais, Monseigneur. Quand j'ai vu qu'il y avait transformé la France comme thème, je me suis bien posé des questions sur ce que je pouvais raconter à ce propos. C'est une expression qui m'apparaît assez étrangère, en fait. D'abord parce qu'elle peut être abstraite. Qu'est-ce que vous entendez par la France? Est-ce que c'est un organisme politique? Est-ce que c'est une puissance économique? Pour moi, c'est un collectif. C'est une nation, c'est un peuple, c'est des gens. Ensuite, transformer. C'est beaucoup de... Enfin, pour peut-être aussi un aspect religieux, il y a une dimension d'hubris, de dire on a la main sur les choses, d'orgueil, si vous voulez, de dire on a la main sur les choses, hein, vous inquiétez pas, nous allons transformer les choses, on va les maîtriser. La France, elle se transforme toute seule. Elle se transforme. Les gens, ils vivent des transformations, il y a des réalités qu'on ne maîtrise pas. Qui va dire qu'il maîtrise ces choses-là? Et effectivement, la question, c'est comment collectivement on appréhende ces transformations, ces changements. Le pape François dit que c'est pas un monde de changement, c'est un changement de monde. Donc il y a des réalités extraordinairement profondes. Est-ce que les cadres de pensée habituels, justement économiques, politiques, philosophiques, qui sont utiles, suffisent à appréhender la profonde transformation qui est à l'œuvre en réalité? Et sur quoi on va fonder nos... Alors je vous pose plus de questions, mais bon, répondre à des questions par des questions, oui, ça permet de réfléchir, Monseigneur. Mais vous voyez, cette question sur la transformation, est-ce que d'abord elle a lieu, il y a une réalité, le pays se transforme, les gens vivent des transformations, certaines de ces transformations les inquiètent, d'autres de ces transformations font partie de leur vie, mais qui dit qu'il maîtrise cela? Vous voyez? Parce que après, je retournerai vers toi, Jean-Christophe. C'est vrai que le pays se transforme naturellement. Je vous l'ai dit, il n'y a pas un organisme qui ne peut pas ne pas se transformer. C'est obligatoire. En revanche, il y a des transformations qu'on peut organiser, inciter. On est dans un stade de foot. Si votre défense ne marche pas, vous changez la défense, vous transformez la défense et vous améliorez la défense. Si l'attaque elle est en panne, eh ben vous prenez un attaquant qui sait ce que c'est attaquer, qui se place sur les ballons et vous organisez la transformation de l'équipe. La même chose sur la formation, vous avez tellement raison. Pourquoi on ne valorise pas tout ce qui est apprentissage? Pourquoi les entreprises prônent l'apprentissage, mais elles le prônent pour les autres, pas pour elles? Là, vous êtes sévère, là. Peut-être 1 million de contrats d'apprentissage vont être passés cette année par les entreprises. Je suis d'accord. Mais les taux entre l'apprentissage dans des pays comme l'Allemagne ou d'autres pays et nous sont quand même scandaleusement inférieurs. Mais on est à 30%. Mais la dérivée seconde, dirait Mathilde, est positive. Oui, mais la réalité, c'est que arrêtez de m'embrouiller avec des grandes statistiques. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'avais mon enfant, mon fils, quand j'ai dit il va faire un CAP, dans mon environnement, c'était un drame. Comment il fait pas Sciences Po, l'ENA, Polytechnique, c'est un drame. Et moi, j'étais très fier qu'il fasse un CAP. D'ailleurs, en fait, il faisait l'école boule ébénisterie, et pour énerver les gens, je leur disais, il fait un CAP menuiserie. Mais je voyais bien le regard des gens. Comment le pauvre, son fils, fait de la menuiserie. Mais lui, il aimait le bois, donc c'est formidable. Il faut qu'on revalorise ça vraiment dans l'esprit. Et la transformation, voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, les idées sont importantes. Si vous revalorisez
le rapport qu'on a au travail manuel, c'est-à-dire à la réalisation de quelque chose, alors on revalorise aussi de facto la capacité à rendre l'apprentissage accessible pour les familles. Mathilde, on revient là-dessus dans un instant parce que je sais que c'est ta passion. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est extrêmement important parce que vous avez mis le doigt sur un des blocages de la transformation qui est l'élitisme français. Et on le voit bien, notamment parce que tu renvoyais cette statistique très juste de 1 million d'apprentis, mais 62% des apprentis ont bac+2. Donc, en fait, on n'arrive pas, en France, à embarquer les catégories moins qualifiées ou qui ont moins d'appétence ou qui ont plus de difficultés à avoir accès à la formation. Et le problème, Mathilde, c'est que non, mais je peux pas. Non, je peux pas. Je veux bien le procédé rhétorique qui est de dire m'embrouillez pas avec vos statistiques. Moi, je crois en la statistique. La statistique, c'est une part de vérité. Sans statistique, alors, on ne peut plus rien dire dans le champ économique. Non, mais je veux juste que... Reprenons son exemple, pardon. Vous avez donc une statistique importante, mais est-ce qu'ils sont heureux de rentrer là-dedans ? Quand elle vous dit bac+2, ça veut dire que ce sont des gens qui sont allés jusqu'au bac. Parce que je vais vous dire comment ça se passe. On leur dit, enfin, vous allez quand même pas orienter votre enfant en fin de 3e. Enfin, pas vous. Ben si, pourquoi pas. Non, alors donc il fait quand même le bac. Ça le gave profondément d'aller à l'école. Et à un moment, il va bac+1, bac+2. Et puis à un moment, il se dit, allez, je fais de l'apprentissage. Mais il n'en est pas heureux. Ce que je vous dis, c'est que les statistiques peuvent donner une somme de personnes qui font quelque chose, mais elles ne vous mesurent pas leur bonheur à faire ça, à vivre ça. Non, je me permets juste une correction. Ce que voulait dire Mathilde, c'est le problème de bac+2, c'est qu'on se sert de l'apprentissage pour des gens qui de toute façon seraient rentrés dans l'entreprise, qui n'en avaient pas besoin. C'est ça le problème de cette statistique. Mais tu ne peux pas nier quand même qu'il se passe quelque chose, même au niveau des CAP que décrivait M. Corchia. Là, non, rien on du tout. n'évolue pas. Quand on regarde les statistiques, ne serait-ce que depuis 10 ans, je ne fais pas depuis 20 ans parce qu'on ne va pas remonter. Oui, absolument. Mais en fait, le taux de chômage des pas qualifiés ou des CAP reste entre 50 et 30% au bout de 3 ans en fait, de sortie du système. Et on n'arrive pas en France à lever ce blocage-là. Et donc, il me semble que c'est une dimension d'autant plus importante, et les chefs d'entreprise le vivent tous les jours, ce problème de compétences, ce problème de trouver des salariés motivés. C'est que du point de vue macroéconomique, ça se rejoint avec ces problématiques quotidiennes des chefs d'entreprise. C'est qu'on ne peut pas avoir une société où il y a une cohésion sociale, où il y a une croissance qui permet la redistribution, s'il n'y a pas un niveau moyen, entre guillemets, suffisant. Bien sûr. Et donc, c'est ce qui permet la diffusion des innovations. Et donc, le fait qu'il y ait une toute petite partie de la population qui soit très innovante, c'est très bien, mais ça ne fait pas une société et surtout, ça ne fait pas la macro. En fait, on croit que l'économie, c'est cette petite catégorie de population et c'est faux. Jean-Christophe, 2 choses. Sur cette... Non, mais qui est liée sur cette histoire de décentralisation. Il se trouve que la formation, c'est une compétence des régions. Oui. Ça ne marche pas. Et on avait ce matin une table ronde très impressionnante où la représentante de Total Energy et la patronne d'une entreprise de transport, entreprise de taille intermédiaire formidable, disaient toutes les deux la même chose. Les régions aujourd'hui sont des institutions bloquantes, notamment en ce qui concerne la transition énergétique. Total a aujourd'hui, elle nous l'a dit, 1,5 gigawatts de puissance de projet qu'ils ne peuvent pas déployer parce que, mais votre éolienne, elle sera mieux chez le voisin, mais votre ferme solaire, elle sera mieux chez le voisin, mais votre usine de méthanisation, elle sera mieux chez le voisin. La décentralisation, c'est une incantation. Dans la réalité, je me demande si ça n'est pas un pouvoir bloquant, en fait. Écoutez, Stéphane, je ne vais pas me mettre à être le porte-parole du président de la région. Renaud Muselier n'est pas là. Mais moi, je ne crois pas que depuis un ministère, on puisse décider de tout. Et je pense que les Français nous le disent très régulièrement. Moi, je pense que la proximité, c'est une vertu. Je trouve que globalement, quand même, on est un peu dur avec les Français en disant qu'ils sont incapables de se transformer. Ici, aujourd'hui, on a des centaines d'entrepreneurs qui, quand on dit transformons la France, par exemple sur les enjeux de climat ou de décarbonation, ben, il y a les ayatollahs du verre qui crient, qui gueulent, qui pourraient dire on va fermer les usines à Marignane d'Airbus Hélicoptère. Et puis il y a celles et ceux qui, dans leur entreprise,
mettent en œuvre des programmes de décarbonisation, développent des nouveaux métiers. Et donc, je trouve que ce procès que l'on fait, d'une manière générale, en disant les Français ne se transforment pas, ce n'est pas vrai. La question qui se pose dans notre débat, c'est se transformer, mais pourquoi faire ? Parce qu'en vérité, les Français, ils ont envie de savoir pourquoi. Et on parlait ce matin de la nécessité d'avoir un récit national. Mais aujourd'hui, il y a au moins, je perçois, 2 sujets. La question du climat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont matures ici dans cette assemblée. Et donc, je pense que ça, c'est un vrai récit de dire finalement, on va créer de la valeur, mais en plus, on va préserver notre planète. Et donc, moi, je pense que là-dessus, les régions, ça vous déplaira, Stéphane, et les métropoles. Je pose des questions. Heureusement qu'on a des collectivités locales et des élus locaux. On est dans un pays où on aime bien critiquer notre classe politique. Mais enfin, on aime bien avoir des petits maires et des petits élus qui, objectivement, franchement, pour ce qu'ils font en termes d'engagement, d'investissement et ce qu'ils gagnent, quand on voit la critique qu'on leur affiche tous les jours, moi je pense qu'on a besoin de l'échelon des collectivités locales, bien heureusement, sinon peut-être qu'un jour on réveillera de nouveau une nouvelle révolution française. Et je pense que si on n'a aujourd'hui pas encore implosé le pays, c'est qu'heureusement on a ces élus de proximité qui sont à mon avis les piliers de la République. Monseigneur ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec cela. J'irai même plus loin. C'est-à-dire qu'une société, c'est fait par une infinie variété de liens très très forts. Alors, ce sont les corps intermédiaires, ce sont les dimensions... Enfin, sans les corps intermédiaires, sans les associatifs, sans le travail bénévole de millions de gens, la société, juste, elle explose. Hein. Elle n'existe pas. Juste, elle n'existe pas. Donc il y a une dimension très importante. Alors bien sûr, chaque ordre a sa légitimité, l'ordre politique, l'ordre économique et autres, mais il y a vraiment à avoir une vision globale de ces divers ordres, à ne pas les dresser les uns contre les autres. Et il est très important que la puissance publique veille sur les corps intermédiaires, veille sur la relation auprès du terrain. Sans ça, vous avez un patchwork qui ne tient pas. Vous n'avez pas une société, vous n'avez pas un tissu social. Alors, le tissu social, il tient à la fois au travail, à l'engagement, à la culture, d'une quantité incroyable de personnes. Les religions font leur part. Enfin, on a tout un ensemble de bénévoles, de gens qui participent au tissu social. Et c'est une réalité complexe, certes, mais c'est fondateur. Voilà, la société se transforme. De toute façon, la France se transforme. Ce qui fait que cette transformation ne jette pas des gens en dehors du bateau, ne crée pas des violences, ne déchire pas le tissu social. Cela tient à la grande densité des corps intermédiaires et des différentes étapes. Pourtant, la subsidiarité, on dit... non, mais, Monseigneur, je ne sais pas s'il est déchiré, le tissu social, mais il n'est pas en bon état, en tout cas. Ah oui, parce que je pense qu'il faut quand même interroger là-dessus et les pouvoirs politiques, et les pouvoirs économiques, les pouvoirs sociaux. Et les institutions morales, religieuses. Sur la manière dont les corps intermédiaires sont traités, sur la manière dont on facilite ou pas, dont on soutient ou pas les corps intermédiaires. Enfin, ce que j'appelle les corps intermédiaires, c'est une grande variété d'institutions de divers niveaux. J'estime qu'une église fait partie des corps intermédiaires. Voilà, nous faisons partie. Non, c'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que c'est une question plus large, d'ailleurs, je vais évidemment vous donner la parole, sur les lieux de pouvoir, qu'on peut représenter d'ailleurs, Jean-Christophe, nous, médias. Responsables politiques, institutions, responsables régionaux, chambres de commerce, institutions morales, grandes entreprises. Est-ce que ces lieux de pouvoir aujourd'hui jouent leur rôle dans les aspirations à la transformation ? Ah voilà, c'est exactement l'axe que je voulais reprendre par rapport à ce que disait Monseigneur Delarme. Oui, c'est vital de renforcer ces strates intermédiaires dans la société, parce que sinon on ne peut pas diriger tout d'en haut, vous l'avez dit, et pardon de vous le dire, c'est exactement ce que dit le beau-père de Moïse dans la Bible, c'est dans l'Exode, chapitre 18, à partir du verset 13. Moïse gère le peuple du matin au soir. Il est écrasé, il veut tout gérer lui-même, parce qu'il se dit, chacun est important, donc il faut que je m'occupe d'eux. Et son beau-père lui dit, écoute, tu ne pourras pas marcher comme ça. Il te faut des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10, chacun gère à son niveau, et toi, tu gères ce qui monte à toi. C'est d'une actualité incroyable. Les premiers effets de seuil de l'histoire de... Oui, exactement. Mais, le problème, c'est que si on survalorise les strates intermédiaires, elles produisent mécaniquement des méthodes qui vont
protéger leur place au détriment de l'avancée ou de la transformation globale. Et on a aussi cet exemple dans la Bible. Moïse envoie des explorateurs pour voir la Terre Sainte. Ils disent effectivement, le lait, le miel coulent, ils ramènent des fruits de compétition, je ne vous dis pas la taille des fruits. Ils reviennent, ils disent oui, mais on ne pourra pas y aller, il faut qu'on reste dans le désert. Pourquoi? Dans le désert, ils sont les chefs, ils ne savent pas ce qu'on deviendra dans le nouveau monde. Donc en fait, dans un nouveau monde, c'est-à-dire un monde qui apparaît, le monde des nouvelles technologies, le monde de la décarbonation qui est essentiel, le monde du respect de l'environnement, que vont devenir des entreprises qui produisent telle ou telle chose? Et donc, en fait, il y a toujours une tendance, Monseigneur, j'en prends ma part, les institutions religieuses aussi doivent en prendre leur part, dans le fait qu'il y a une tentation de faire que rien ne bouge pour protéger ce qu'on a, sans comprendre que si on avance ensemble, on peut faire ce qui est l'essentiel. Moi, je viens de l'armée de l'air, et dans l'armée de l'air, il y avait la devise de Gueulemer qui est « faire face ». Et je pense qu'on se transforme pour faire face à ce qui va advenir. Mathilde, ces lieux de pouvoir, tu les juges un petit peu comme Monsieur le Grand Rabbin, hein, avec pas mal de sévérité. Alors, je trouve que finalement, les lieux de pouvoir font ce qu'ils ont à faire. Chacun, si tu demandes par exemple à l'éducation nationale, ils ont l'impression de faire ce qu'il faut. Si tu demandes à l'hôpital, ils ont l'impression de faire ce qu'il faut. Si tu prends individuellement... Je ne mettrais pas l'hôpital comme un lieu de pouvoir. J'ai l'impression qu'ils subissent les décisions plus que... Justement, on peut se poser la question. On peut se poser la question. C'est que d'abord, c'est quoi le lieu de pouvoir, c'est à quel niveau? Et moi, je considère, alors j'ai peut-être un biais macroéconomique qui est trop important. Mais tu es là pour ça, Mathilde, vas-y, assume-le. Mais on ne peut pas organiser des lieux de pouvoir, ou en tout cas, on ne peut pas dire qu'ils font le job ou pas, si on n'a pas défini, encore une fois, auparavant un objectif. En macroéconomie, on a un objectif de politique économique et des instruments au service de cet objectif de politique économique. Ensuite, que les lieux de pouvoir débattent, fassent en sorte que l'application de cette stratégie soit la plus organisée ou génère le plus de cohésion sociale possible, évidemment. Mais c'est pour reprendre la discussion précédente, c'est que, par exemple, en Europe, on a décidé que l'objectif de politique économique était la transition énergétique. Et ça rejoint ce que vous avez dit sur les régions et les confrontations entre les points de vue. Ouais. Donc, si c'est le seul objectif, ça veut dire qu'on n'a plus d'objectif de croissance. Contrairement aux objectifs de politique économique aux États-Unis et en Asie, par exemple. Donc, on ne va pas pouvoir juger des lieux de pouvoir sans avoir pris en compte cette continuation. On ne peut pas faire les deux en même temps. Si, mais ce n'est pas ce qu'on a choisi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'Union européenne a choisi que toutes les politiques économiques aujourd'hui qui étaient mises en œuvre seraient au service de la transition énergétique. Oui, mais regarde, Mathilde, l'Union européenne, c'est les chiffres que tu donnais hier dans une tribune publiée par Les Échos. 723 milliards d'euros alors le plan a un nom invraisemblable, de résilience ou je sais pas quoi, enfin bref, de dette commune. Ouais. Hein, voilà, on est très fiers d'ailleurs, on a levé de la dette commune ensemble, nous Européens, alléluia. 2 ans après, 175 milliards d'euros seulement sont décaissés, comme s'il n'y avait pas d'urgence. Ça, c'est un lieu de pouvoir qui n'est intéressé que par ses propres normes et son propre fonctionnement, pas par le résultat de ce qu'il doit produire. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas justement les pays n'en bénéficient pas? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau des collectivités locales, il y avait un manque de compétences et qu'il n'y avait pas de plan d'accompagnement prévu, parce que ce que fait la Commission européenne est tellement compliqué qu'il aurait fallu prévoir un accompagnement. Et le seul pays qui arrive en fait à faire décaisser ces montants prévus, c'est l'Espagne, parce que l'Espagne est habituée et a mis en place toute une stratégie au niveau des collectivités locales pour pouvoir bénéficier de ces subventions. Mais ce que je veux dire, c'est que les lieux de pouvoir dans l'absolu, ça me paraît, en tout cas pour moi, impossible de savoir s'ils font ce qu'il faut ou pas, puisqu'on ne peut le juger qu'en fonction de l'objectif qu'on leur a assigné. Alors peut-être pas dans vos domaines, mais... Jean-Christophe? Non, moi je peux vous raconter une expérience très courte, Stéphane. Mais on a le temps, Jean-Christophe, tout va bien. Sur la question justement, pouvoir et médias. Nous, on prend la décision, je le dis d'autant plus que je suis à Marseille, on prend la décision avec Rodolphe Sadet, en juillet, de lancer un quotidien le dimanche. La première décision que je prends, c'est de dire, on ne va pas lancer un quotidien du dimanche. Il n'y a pas eu de lancement d'un quotidien en France depuis plus de 10 ans.
Et je vois bien, comme vous Stéphane, qu'on parle beaucoup de la défiance entre les politiques et les citoyens, mais nous, les médias, on a un enjeu aussi de recréer de la confiance. Première décision, je dis, bah, écoutez, on va faire un tour de France. Tous les dimanches matins, on va aller dans un café de France et on va aller à la portée des Français pour échanger sur leur rapport entre l'actualité, l'information, les écouter sur ce qu'ils aimeraient dans un quotidien du dimanche. Et vous voyez, les premiers, on va dire, obstacles, ça a été certains de mes journalistes qui m'ont dit, mais quand même, tu es sûr, on risque de se faire engueuler, on devrait faire peut-être plutôt un petit échantillon de 10-15 personnes. Un chat. Voilà. Mais et là, je me dis, mais si c'est ça la conception d'être média, c'est-à-dire un média qui représente un pouvoir éloigné et qui se protège de la proximité avec nos lecteurs. Donc nous, on a fait ce tour de France avec le soutien de notre actionnaire, et on est allé en Bretagne, on est allé à Marseille, ici même, on était au café de l'OM, et on a beaucoup échangé, on s'est fait engueuler. Donc je reviens encore sur ce sujet, Stéphane, mais nous, les médias, on a besoin de refaire de la proximité. C'est pour cette raison que même si nous, on a un média national, on a fait le choix il y a quelques années de nous installer dans un bureau ici, près de la Canebière, rue de Paradis. Et donc, si on revient sur ces sujets de pouvoir, ben, il faut savoir aussi redescendre, se mettre à la portée et aussi accepter de se faire engueuler. Et vous voyez que quelquefois, ben, certains de mes journalistes n'auraient pas eu cette démarche parce que, avec cette crainte de se faire engueuler, mais des fois il faut se faire engueuler pour avancer. Alors, ça m'amène justement à ce sur quoi je voulais aussi vous entendre. C'est cette... Alors, je crois que c'est Jérôme Fourquet, d'ailleurs, qui... Alors, je ne sais pas s'il est l'inventeur du mot, mais en tout cas, il l'a popularisé. Ce mot de décivilisation. Cette capacité, Monseigneur, peut-être... enfin, justement, cette impossibilité, visiblement, de plus en plus, à se parler quand on est de points de vue opposés. Et un pays qui est en train de se rigidifier les certitudes des uns contre les certitudes des autres. Est-ce que vous le constatez? Est-ce que ça vous préoccupe? Et moi, je suis persuadé que c'est en tout cas un frein profond à la transformation. Il y a une chose peut-être en préalable, c'est que c'est toujours un peu gênant de dire « avant, c'était formidable ». Hein, voilà. Donc déjà dire avant il y avait une civilisation, avant on avait voilà, l'histoire est quand même beaucoup plus critique avec toutes les époques que nous avons traversées dans notre propre pays ou ailleurs. Hein. Donc ce qui est vrai, c'est que nous sommes devant dans la transformation sociale qui est la nôtre. Enfin, c'est aussi ce que j'observe dans les communautés chrétiennes, les gens que je croise. Il y a une articulation à trouver entre ce qui fait le fond commun de notre coexistence sociale, sur quoi nous nous entendons, quelles sont les réalités profondes qui constituent le cadre du tissu social, qui quelque part c'est une transcendance à la société, c'est pas immanent, quelque chose qui vient d'ailleurs. Hein, donc c'est pas si simple, cette transcendance et ce qui vient d'ailleurs. Alors c'est les Lumières, c'est le catholicisme, ça c'est Fourquet justement qui dit ça, c'était les deux cadres, la République des Lumières d'un côté, le cadre catholique de l'autre, donnait le cadre transcendant qui faisait, voilà. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, mais ça manque à une société. Quel est le cadre? Et puis il y a un pluralisme réel, voilà, on le disait tout à l'heure, nous on est pluriel, il y a une identité, une altérité. Comment on articule dans une société à la fois ce cadre commun, quel est le cadre qui nous réunit? Bon voilà, enfin, assez facilement on va dire qu'il y a la liberté de conscience, il y a l'état de droit, il y a enfin, un certain nombre de choses comme cela. Et puis dans ce cadre-là, que tous doivent respecter, quelle forme de pluralisme est possible dans la société? Parce que c'est aussi une réalité. Voilà, c'est Fourquet aussi. C'est-à-dire que la société n'est pas homogène. Pas homogène. Alors, oui, c'est très juste, avec deux petits bémols qui me paraissent importants. Le premier, c'est que je crois que le monde virtuel est rentré dans le monde réel. Et que le monde virtuel produit un enfermement idéologique. Les algorithmes vous obligent, vous amènent la même pensée que la vôtre. Donc vous pensez quelque chose et on vous remet, surtout Netflix, vous regardez Netflix, on vous remet le même type de film que vous aimez. Donc vous ne pouvez pas voir autre chose parce qu'on vous propose automatiquement. Et vous aimez John Wick, ça tire dans tous les sens. Vous voyez John Wick 1, 2, 3, 4, et puis après on vous met, je sais pas moi, un autre truc où ça tire dans tous les sens. Pareil, même chose. Donc la pensée qui est proposée, c'est la même, elle est enfermante. Donc en fait, je me rends compte maintenant que
les personnes reproduisent dans la vie réelle la même chose. Bah, elle ne pense pas comme moi, je ne parle pas avec elle. Lui, de manière, il est catholique, il ne pense pas comme moi, je ne parle pas avec lui. Lui, je ne sais pas, mais enfin, il est machin. Lui, je ne sais pas. Donc, en fait, je parle qu'avec le même que moi. Tout à et fait. ça devient stérilisant. Tout à fait. Donc, en fait, on est dans une reproduction des algorithmes et des nouvelles technologies. Enfin, Nous devenons réseaux des algorithmes humains, d'une certaine manière. On le reproduit. Or, faire société, c'est par nature aller chercher quelqu'un qui est différent. Et comme le disait le poète, chaque fois que je rencontre quelqu'un de différent de moi, c'est une part de moi qui revient à moi. Au fond, dans l'altérité, je retrouve une part de moi. Mais comme on n'arrive plus à faire ça, donc on s'appauvrit au fur et à mesure. Et je dis pas c'était mieux avant. Je dis qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et que dans les cafés d'antan, on allait se bagarrer joyeusement, on discutait ensemble, ça se bagarrait ou pas, mais au moins on s'entendait. Là, on n'entend même plus un autre point de vue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans ce que vous appelez, Fourquet appelle l'archipélisation. C'est-à-dire que chacun se voit comme une île. Bah, on n'a plus besoin d'aller voir quelqu'un qui va me faire sortir de ma vie. Ce dont on parlait avec Monseigneur tout à l'heure, en fait, qu'est-ce que c'est un débat? C'est accepter, avant toute chose, qu'une part de ma vérité meurt pour laisser la place à la vérité de l'autre. Alors moi, je vais plus loin. Même nous-mêmes, on n'arrive pas à produire cette cohérence. Nous disons des choses, dans la foi, c'est la même chose. On prône des valeurs et on ne les pratique pas. Dans l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, on peut dire on va être moins polluant, mais c'est les autres qui doivent être moins polluants. Moi, je suis obligé, je fais ce que je peux. Et donc, management, on va prendre des cours de management et on ne va pas les appliquer. Pourquoi? Parce que je ne peux pas. Donc, en fait, la cohérence entre la pensée et l'action, c'est aussi une façon d'être regardé par les autres et peut-être pire, regardé par soi-même. Mathilde? C'est vrai que Fourquet insiste beaucoup sur les inégalités économiques, le sentiment d'être exclu d'une forme de croissance et de développement. Et c'est vrai que c'est difficile de rapprocher ça du débat que vous venez d'avoir, parce que il n'y a jamais eu autant de gens formés en France. C'est-à-dire le paradoxe, c'est que la massification de l'enseignement supérieur est une réalité. On a 80% d'une classe d'âge. Alors après, on peut dire le niveau est plus faible, etc. Je conteste pas ça. Mais ce paradoxe... 91. Le taux de réussite au bac, là, c'est 91%. Oui. Bon, après, c'est une fois qu'on a sorti ceux qui sont sortis du système scolaire sans rien. C'est vrai. Hein, mais voilà, enfin, quand même, si on prend la totalité de la classe d'âge, c'est un peu moins. C'est vrai. Et ce que dit Fourquet, c'est vraiment le sentiment d'avoir été abandonné parce que la promesse que cette massification de l'enseignement supérieur n'a pas été tenue, c'est-à-dire qu'elle aurait dû permettre à un certain nombre de catégories sociales d'accéder au même job stable, et ça n'a pas été le cas. En tout cas, quand on regarde les statistiques, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a aussi cette idée qu'il y a eu de nouvelles inégalités qui ont été créées par cette massification et cette espèce d'idéal social-démocrate n'a pas donné les résultats escomptés, et donc il y a un sentiment d'abandon. Parallèlement à ça, il y a évidemment la crise du logement. Mais tu le partages ? Toi, en tout cas, on voit les chiffres. Macroéconomiste, tu partages. C'est-à-dire quand on regarde les chiffres de l'accès en fait des étudiants à l'université, qui sont à l'université et qui viennent de milieux défavorisés, c'est vrai qu'ils ont des emplois qui sont moins stables et qui ne correspondent pas aux études qu'ils ont fait. 1 sur 3, quand on compare avec les pays européens, c'est en France qu'il y a le plus d'écart entre le job et les études qu'ils ont fait pour les étudiants de milieux défavorisés. Donc effectivement, il y a une promesse qui n'a pas été tenue, et parallèlement à ça, il y a aussi le problème du logement qui génère en fait des frustrations et des tensions sociales extrêmement importantes. Donc bien sûr qu'il faut parler, mais il faut quand même avoir en tête dans ce qu'on dit et dans l'explication qu'on peut donner qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes qui sont passés par l'université qu'aujourd'hui.
Bon, une fois qu'on a dit tout ça, dans les minutes qui nous restent pour essayer de sortir par le haut et avec un message d'espoir, à la limite, je me tourne vers l'entrepreneur, c'est-à-dire, Jean-Christophe, l'une de tes missions, justement, c'est de continuer à porter ce message d'avenir, de transformation, de progrès, de paix, de réunion, enfin bon bref, l'ensemble de ce que porte un journal comme le tien aujourd'hui. Non, il y a des sujets sur lesquels nous, on écrit beaucoup et qui, à mon avis, sont des signaux positifs pour l'avenir. Par exemple, Stéphane, aujourd'hui, quel est le sujet si on interroge les entrepreneurs ici de l'UPE, on va leur dire, c'est quoi qui pollue le plus en France? Qui pollue au sens pollué? Oui. Au sens premier? Oui. J'en sais rien, moi. Ce sont les importations. Et je dis ça parce qu'on a beaucoup de débats, par exemple, autour de l'écologie. Mais cet enjeu aujourd'hui de relocaliser dans les territoires, qui est vraiment l'objet du livre de Jérôme Fourquet, si aujourd'hui on relocalise, c'est la meilleure façon en réimplantant des usines, bien sûr des usines propres. Et ici, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vraiment, ici, créent dans les Bouches-du-Rhône des usines, voilà, c'est plus l'usine d'Émile Zola. Bien sûr. Bon. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, transformer la France par revenir dans les territoires, recréer de la production, et ça, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre depuis l'ère post-Covid. Ça, je trouve que c'est un élément positif. On retrouve, et vous le savez, vous en parlez beaucoup sur Bismart, Stéphane, sur cette capacité aujourd'hui d'avoir des entrepreneurs qui recréent des entreprises, mais pas que dans les grandes métropoles comme Marseille, dans des petits départements comme le Vaucluse, dans des endroits beaucoup plus ruraux. Et ça, je pense que ce sentiment de décivilisation que vous évoquez, si on redonne du travail, puisque ça a été évoqué ce matin par le président Sarkozy, et si on redonne du travail dans tous les territoires... Et du travail qui a du sens, le travail industriel et du travail qui a du sens. Et peut-être un petit sujet, parce que vous m'aviez interrogé, et je voulais un petit peu qu'on arrête de parler du sujet de la productivité, parce qu'on en a parlé quand on a préparé cette émission. Vous avez dit, oui, maintenant, il y a moins de productivité en France. C'est une autre statistique. Alors, je suis désolé, c'est pas un artifice. Alors moi, sur les statistiques, la seule chose que je peux dire, c'est moi je sors d'une expérience, on a sorti un journal en 80 jours. Moi, j'ai pu compter sur la mobilisation des collaborateurs, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. Ils ont tout donné à 150%. Et je le dis, et je m'inclus, c'est que s'il y a un problème de productivité, c'est qu'il y a un problème de mauvais patron. Et je crois que moi, en tous les cas, j'ai choisi d'être entrepreneur pour assumer ma responsabilité. Si je constate qu'il y a un problème de productivité dans mon entreprise, ça veut dire qu'à un moment, et c'est vrai que moi-même, en tant qu'entrepreneur, on n'est pas toujours au top tous les jours. Moi, j'ai eu des moments difficiles, des moments plus heureux. On vit tout ça, nous les patrons. Mais à un moment donné, je pense qu'on ne peut pas faire porter la responsabilité du manque de productivité sur cette génération travaille moins, elle est moins motivée. Non, c'est à nous d'embarquer nos collaborateurs, être beaucoup plus productifs. Je suis ravi d'ailleurs que le patron du MEDEF, ici, ce matin, ait eu exactement le même discours et ait appelé à une forme de révolution managériale. Et tous les chefs d'entreprise, j'en fais partie, doivent s'interroger aujourd'hui sur la façon dont ils regardent le travail. Plutôt que de se dire « mais bon Dieu, plus personne ne veut bosser dans ce pays », voilà, on va dire ça comme ça, mais se dire « mais est-ce que je fais ce qu'il faut pour donner envie de travailler ?» Et tu es la démonstration, est-ce que tu as réalisé avec cette rapidité à faire un journal, démontre que c'est possible. Mathilde, la productivité, c'est toi. Oui, mais je vais plutôt répondre à ta question. Recul de 3% depuis 2019, c'est ça. La productivité, en fait, c'est le même sujet. C'est-à-dire que la notion macroéconomique de productivité n'est pas forcément celle qu'on utilise dans le débat public. Pour un macroéconomiste, la productivité, c'est la prospérité. Il n'y a pas de prospérité sans productivité, et on sait très très bien quels sont les ressorts de cette productivité. C'est l'investissement et la formation. Elle passe 50, voilà. Et puis de la diffusion de l'innovation. Après, on met tout ce qu'on veut autour. Et donc, tu demandais un message d'espoir. Bien évidemment, on peut se transformer. Encore une fois, je pense qu'il y ait un consensus. Et il pourrait y avoir un consensus de chefs d'entreprise sur quelques objectifs de transformation. Et ensuite, je pense que les lieux de pouvoir
pourrait accompagner. Et notamment, on sait bien que les mutations digitales sont extrêmement coûteuses. D'ailleurs, la preuve, pendant le Covid, l'État a subventionné en fait, les entreprises pour qu'elles se mettent aux normes du point de vue digital et donc puissent continuer à vendre. On sait que les PME n'ont pas les moyens de financer la digitalisation et l'intelligence artificielle. Donc, si on se met d'accord sur, par exemple, un objectif massif d'investissement par des crédits d'impôt comme le font les Américains, c'est tout à fait possible. Les Américains sont revenus dans la course grâce à ça. Donc, crédit d'impôt pour les entreprises. Les chefs d'entreprise sont mieux placés que l'État pour savoir comment investir et où investir. Et ensuite, en revanche, il peut y avoir des aides particulières pour les PME pour justement accélérer cette transformation digitale et l'accompagner du point de vue de la formation. Et c'est vrai que ce qui me frappe, c'est que vous vous souvenez, pendant la mondialisation, toute cette phase de mondialisation, on avait vu on avait essayé de tirer les leçons du fait qu'elle avait exclu un certain nombre de salariés qui n'avaient plus les compétences du marché du travail. C'était les mines, ça fait quand même quelques années, et pour autant, on n'arrive toujours pas à mettre en place des dispositifs. On sait que l'intelligence artificielle va obliger certains salariés à faire évoluer leurs compétences. Les régions peuvent accompagner. Et donc, moi, je pense qu'on a les lieux de pouvoir, on a les institutions pour accompagner ces transformations. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait des priorités, sinon on n'y arrivera jamais. C'est mon point de vue. Monseigneur, un mot de conclusion. Il nous reste 5 minutes pour vous partager la parole en conclusion de cette table ronde passionnante. Je vous en remercie. Oui, bien. D'abord, je pense que nous sommes dans une société qui peut avoir confiance en elle. Parce qu'il y a aussi cela, c'est une société que beaucoup nous envient, c'est une société qui a de nombreuses richesses intellectuelles, culturelles, spirituelles, sociales. Donc c'est un point très important. Je ne sais pas, il y a beaucoup de statistiques là-dessus. On dit que les Français sont optimistes pour eux-mêmes, mais pessimistes pour le collectif. Donc quand on regarde les pays les plus pessimistes, on arrive au-dessus de l'Afghanistan. Donc il y a une réalité peu objective aussi à cela, alors que dans l'objectivité, on n'est pas un pays sans ressources. On est un pays qui a de nombreuses ressources de toutes sortes, et des ressources qui le rendent apte à affronter les transformations du monde qui vient. Et je pense que c'est aussi cela, ce message d'espérance. Les personnes qui constituent la nation sont des personnes de ressources, sont des gens sur qui la société peut faire fond. Alors bien sûr, il y a toutes sortes de difficultés et autres, mais nous ne sommes pas démunis par rapport à cela. Les fondations sont là. Oui, les fondations sont là. Les fondations sont là. Enfin, on n'est quand même pas... observez le monde quand même. On est d'accord. Regardez le monde. Tout à fait. Dites-vous, tiens, où est-ce que je vais aller vivre? Ouais. Très bonne question à se poser. Où est-ce que je vais aller vivre? Absolument, absolument. Bon, finalement, non, ça va, c'est bien. C'est bien, ça va bien, ça va. Je continue, donc j'y apporte ma pierre, donc il y a quelque chose à construire. Voilà, de fait, les jeunes ont grandi en niveau d'études. Alors voilà, on parlait de la productivité. J'ai appris la semaine dernière que oui, la productivité a baissé en même temps que le chômage. C'est-à-dire qu'en réalité, cette baisse de productivité est en trompe-l'œil. Absolument. C'est que ce sont de nouveaux emplois, c'est des gens qui ont trouvé du travail. Évidemment, c'est des emplois moins productifs, puisqu'ils sont arrivés en second rang. On est revenu à l'emploi, mais sur des emplois moins productifs. Donc finalement, cette statistique, elle a un aspect tout à fait positif. Je suis tout à fait d'accord. Dernier mot. Enfin, un dernier mot, on a 2 minutes, ça peut être quelques phrases. En fait, toute la question qui a été posée la dernière, c'est le sens. C'est vrai que je pense qu'un dirigeant, sa vocation, c'est de donner du sens au travail. Comment, dans un organisme collectif qui est une entreprise, chacun et chacune a sa place vitale. Moi, je viens de l'armée de l'air, où on savait que pour qu'il y ait un pilote en l'air, il y avait 40 personnes au sol pour qu'il y ait un pilote en l'air. Et chacun est indispensable. Et chacune, les médecins, les infirmières, ceux qui nourrissent, les cuistots, tout, les mécanos, tout. Mais je rajouterai à ce que Mathilde Lemoine disait tout à l'heure un 3e élément. Elle a dit, on sait comment ça marche, c'est le développement, la formation et l'investissement. Et le salaire. Le salaire, c'est que oui, il faut qu'il y ait un véritable enjeu du partage, parce qu'on peut donner du sens. Mais si les gens, comme l'aurait dit Rétif de la Bretonne, le travail produit des inégalités justes. C'est-à-dire que si les gens font ces efforts dont vous avez parlé,
et qu'à la fin, vous leur tapez dans le dos en disant « Salut, super, merci, bravo, on a fait un journal ». Et je pense que faire un journal, c'est un challenge incroyable. Réussir à faire naître, advenir quelque chose, c'est merveilleux. Mais à la fin, il faut que ces efforts, j'allais dire, consomment les fruits. Au sens que c'est pas uniquement on a produit quelque chose pour produire, on a aussi produit pour que la valeur travail qui est la nôtre ait donné quelque chose pour nous. Et on le voit avec... parce que vous pouvez dire, le sens, c'est pas vrai, il y a que deux... Je dis rien, il reste 50 secondes, donc oui. Je ne dis pas grand-chose. Je vous laisse terminer. Mais vous pouvez dire que c'est vrai que les gens, c'est pas vrai qu'ils veulent pas travailler. La réalité, c'est que le Covid a montré qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait d'autres choix de vie et qui préfèrent le cadre de vie, la sérénité. Et il faut aussi trouver comment remotiver les gens. Et je pense qu'il faut rajouter un troisième pilier à ce que vous avez proposé. Oui à la formation, oui à l'investissement, mais oui au partage de richesses et au fond au partage d'espérance. Voilà ce en quoi je crois, moi. Magnifique. Je ne sais pas si on a répondu aux questions sur la transformation, mais en tout cas, on a énormément d'éléments pour réfléchir. Merci pour vos applaudissements et merci d'avoir participé à cette table ronde. C'est Aurélie qui va venir prendre ma place pour terminer cette après-midi passionnante.